Bonjour à tous et puis bienvenue à ce petit meet-up sur les trous noirs que je vais avoir le plaisir de vous partager. Donc moi c'est Hugo, donc je suis chez Extia depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Je suis à l'agence de Toulouse. Donc actuellement je fais une mission dans la cybersécurité, mais voilà, il n'y a pas que l'IT non plus dans la vie. Donc comme je suis un peu passionné d'astronomie, je vais vous partager ça ce soir avec ce petit meet-up sur les trous noirs. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire qui va me permettre en fait ensuite de vous expliquer un petit peu tout ça, le fonctionnement des trous noirs et le pourquoi du comment. Donc notre histoire commence dans une galaxie très lointaine. Alors non, dans cette galaxie, il n'y a pas de chevalier Jedi ni de sabre laser. Il y a juste un nuage. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, vous allez certainement vous demander où je veux en venir, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Vous allez assez vite comprendre pourquoi. Ce petit nuage, pas si petit que ça d'ailleurs, qui est constitué en grande partie surtout d'hydrogène, se trouve voilà, dans la galaxie, dans un coin de l'univers. Il se trouve qu'au fur et à mesure où le temps passe, notre nuage il va commencer à se condenser de plus en plus, puis de plus en plus, devenir vraiment condensé, de plus en plus compact. Puisqu'en fait, chaque élément qu'il constitue, donc ces atomes, sont soumis à la gravité, donc ils s'attirent petit à petit, notre nuage devient de plus en plus dense. Si on zoome un petit peu dedans, en fait, donc là, une petite représentation de nos gentils petits atomes qui bougent dans tous les sens, plus notre nuage, en fait, est condensé, plus la pression et la température en son sein vont augmenter. Le truc, c'est que nos atomes, de base, ils ont tendance, en fait, à s'éviter, c'est la répulsion électrostatique, ils ont tendance à s'éviter, mais avec la pression qui les fait se rapprocher de plus en plus et la température qui, comme vous le voyez, les fait s'agiter de plus en plus vite, ils ont de plus en plus de mal à s'éviter. Au bout d'un moment, en fait, ils n'y arrivent plus, tellement ils sont comprimés et s'agitent dans tous les sens, et donc vont finir par se rencontrer, par fusionner. Et à partir de ce moment-là, en fait, cette fusion, qui s'appelle la fusion nucléaire, développe énormément d'énergie, qui fait que notre nuage, en fait, va commencer à briller et à émettre de la lumière et de la chaleur dans tous les sens. On appelle ces phénomènes l'allumage, et notre nuage se met à briller de mille feux au milieu de l'univers, et une étoile est née. Voilà. Et elle nous fait coucou en plus. Alors, comme c'est une nouvelle étoile, on va lui donner un petit nom. Donc, j'ai décidé de l'appeler Extia 2023. Bon, c'est pas très original, mais les scientifiques sont pas très originaux pour nommer les choses, notamment dans l'univers. Donc, bon, ça ira très bien. Alors, vous remarquez peut-être une chose sur notre chère étoile, c'est qu'elle est bleue. En fait, c'est normal parce que Extia 2023 est une étoile qui fait 30 fois la masse du Soleil, ce qui en fait une étoile très grosse. Pardon, un peu enveloppée et un peu susceptible aussi. Donc 30 masses solaires, donc c'est en fait une étoile très massive. Donc, et c'est pour ça en partie qu'elle est bleue. Donc retenez ce chiffre de 30 fois la masse du Soleil parce que ça va être important pour la suite. Si on retrouve un petit peu notre nuage, en fait, il en reste un petit peu autour de notre étoile et les restes de ce nuage vont en fait aussi se condenser de manière concentrique et vont former d'autres astres plus petits, des petites planètes qui vont se mettre à tourner autour de notre étoile. Voilà, qui du coup va être contente parce qu'elle va avoir des compagnons de jeu. Si on zoome un petit peu dans notre étoile, en fait, on va se rendre compte que finalement, par rapport au nuage de gaz dont elle est issue et qui se condensait, en fait, maintenant, elle est stable. C'est parce qu'en fait, en son sein, en fait, on a un équilibre des forces qui s'est opéré. La gravité qui est représentée par les flèches bleues, qui est toujours présente, c'est pas parce que notre étoile est née que ça a changé quelque chose, en fait, est désormais compensée par les réactions nucléaires donc, qui ont lieu dans le cœur, qui ont tendance, elles, à faire gonfler l'étoile. Du coup, les forces, en fait, se compensent et notre étoile est à l'équilibre. Et du coup, Extia 2023 va vivre sa vie d'étoile au milieu de l'univers. Alors, il se trouve que cette vie va durer environ 10 millions d'années. Alors, ça paraît beaucoup comme ça, mais dites-vous que le Soleil, en comparaison, il en est à 4,5 milliards d'années, il n'en est qu'à la moitié de sa vie. Donc, en fait, notre étoile va avoir une vie très, très courte pour une étoile. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est parce que quand plus les étoiles sont grosses, plus elles brûlent en fait leur carburant et plus rapidement, et plus leur vie est courte. Du coup, vers la fin de sa vie, notre cher Extia 2023 va commencer à gonfler et devenir une étoile vraiment grosse. Puis encore plus pour devenir une étoile vraiment très très grosse. Oui, elle a peut-être un peu beaucoup forcé sur les chocolats, effectivement, comme nous. Et donc, possiblement, manger ses compagnons de jeu. Donc, c'est peut-être pas du chocolat, mais c'est un peu la même chose.
En fait, ce qui se passe, c'est que, un peu comme toute voiture, Extia 2023 a une réserve de carburant, donc l'hydrogène qui était présent dans son nuage de base, qui est limité. Et un jour, comme elle est en plus très grosse, ça arrive assez vite pour une étoile, ces réserves de carburant commencent à s'épuiser et les réactions de fusion dans son cœur commencent à avoir des ratés. Comme on a vu que c'était ces réactions-là qui faisaient l'équilibre et qui compensaient la gravité va commencer à reprendre le dessus et recompacter le cœur. Qui dit compactage dit pression et température qui vont encore plus augmenter, comme au début, sauf qu'avec une température et une pression plus grosse, de nouvelles réactions de fusion vont pouvoir avoir lieu, qui sont encore plus énergétiques, donc qui vont redécaler l'équilibre des forces dans l'autre sens et vont faire enfler l'étoile. Et ce phénomène, en fait, va se reproduire plusieurs fois, donc c'est pour ça que j'ai ici présenté Extia qui gonflait plusieurs fois. Au bout de plusieurs cycles donc de compactage et disons, de gonflement, en fait, Extia va devenir donc une étoile super géante. Et si on zoome et si on regarde son cœur, en fait, on va avoir cet aspect-là. Un petit aspect d'oignon parce que, avec des températures très fortes, en fait, le cœur a tendance à chauffer les couches aussi un petit peu périphériques et à déclencher d'autres réactions nucléaires en périphérie. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit toutes les réactions qui ont lieu au fur et à mesure de sa vie. La première, donc en bleu, c'est la réaction du départ, l'hydrogène qui provient de l'hélium. Puis l'hélium se transforme en carbone et en oxygène. Puis le carbone et le néon, donc qui apparaît lui au milieu des réactions précédentes, finissent de se transformer en oxygène, qui lui-même va se transformer en silicium, qui lui-même, à la fin de la vie de l'étoile, va se transformer en fer. Et c'est là que se pose un problème pour notre cher Extia 2023. En fait, le fer est l'atome, donc l'élément le plus stable énergétiquement de la classification des éléments. C'est-à-dire que lorsque vous avez du fer, vous ne pouvez plus l'utiliser pour de nouvelles réactions pour gagner de l'énergie. Donc, quand notre cher Extia 2023 se met à synthétiser du fer, en fait, c'est le glas pour elle, parce qu'une fois qu'elle arrive à nouveau à court de carburant, avec un cœur rempli de fer, elle n'a plus rien pour compenser la fin de ces réactions thermonucléaires. Donc, un dernier cycle se produit où l'étoile va se mettre à nouveau se contracter, mais cette fois, il n'y aura plus rien pour empêcher et pour contrebalancer la gravité qui va s'appliquer. Et donc, cette fin de vie et cette contraction finale, c'est très violent. Imaginez, là, l'étoile telle que vous la voyez, à l'échelle, elle fait à peu près la taille de l'orbite de Jupiter, si vous la placiez chez nous. Voilà. Et du moins pour ces couches externes. Ces couches externes qui vont se recontracter violemment vers le cœur, en 1 ou 2 jours. Pour rappel, avec nos vaisseaux spatiaux, il faut 10 ans pour faire le trajet Terre-Jupiter. Donc, c'est très, très violent comme contraction. Le problème, c'est que le cœur, qui lui est dense et fait de fer, se contracte plus lentement. Et surtout, donc, comme il est très dense, il ne va pas se laisser écraser par les couches externes, qui du coup vont rebondir sur ce cœur pour provoquer une explosion titanesque, que l'on appelle une supernova. Durant cette explosion énorme, donc, les couches externes vont être expulsées partout dans l'espace pour être repoussées et pour former ce qu'on appelle une nébuleuse. Donc, l'exemple que je vous ai donné, que je vous montre à l'écran, en fait, existe vraiment. C'est celle qu'on appelle la nébuleuse du crabe. Et pour vous donner une idée de la violence de l'explosion qui l'a produite, lorsque celle-ci a vraiment eu lieu, c'était au XIe siècle, l'explosion a été visible en plein jour pendant 3 semaines. Voilà, oui, c'est violent. Ce que vous voyez là, ce sont donc le reste des couches externes qui ont été expulsées de notre étoile. Et donc, si vous vous souvenez bien de mon chiffre des 30 masses solaires du début, ce que vous voyez là, c'est à peu près 24 de ces masses solaires. Le truc, c'est qu'il nous en reste 6. C'est notre cœur qui était plein de fer. Comme les réactions nucléaires ont fini par s'arrêter en son sein, lui aussi, comme il est gros, il a recommencé à se contracter, à s'effondrer sur lui-même. Or, à 6 masses solaires, notre cher Albert Einstein, que vous devez probablement tous connaître, nous explique qu'en fait, avec une telle masse, il n'y a rien qui peut s'opposer en fait à la gravité, surtout sans réaction thermonucléaire pour s'y opposer. Du coup, notre cœur, le cœur de notre pauvre étoile, de notre pauvre Extia 2023, en fait, s'effondre sur lui-même sans jamais s'arrêter. Et du coup, si on zoome au centre de notre nébuleuse pour chercher le cœur, ce qu'on va y trouver, c'est le reste du cœur effondré, c'est-à-dire un trou noir. Et donc voilà pourquoi je vous ai fait cette petite introduction un peu longue.
C'est pour vous expliquer d'où vient un trou noir. En fait, il se crée à la mort d'une étoile supermassive quand son cœur s'effondre une fois que les réactions nucléaires se sont terminées. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai raconté cette petite histoire pour vous expliquer comment un trou noir se forme, je vais maintenant pouvoir revenir sur le formulaire, sur le questionnaire et vous expliquer les réponses. Du coup, à la première question, quelle était la taille d'un trou noir? Est-ce que vous pourriez me redonner les résultats du sondage? Je ne les ai pas forcément à l'écran en direct. Alors la réponse, la réponse qui a le plus grand pourcentage, c'est extrêmement grand, une galaxie ou plus grand encore. D'accord, effectivement. Alors j'ai Victoria qui me le montre gentiment aussi en direct, effectivement. Et donc 19, très bien. Eh bien la réponse, c'est que c'est extrêmement petit. Alors c'est assez contre-intuitif, mais c'est parce qu'on a une vision très très biaisée des trous noirs, notamment dans les cinémas, dans les films, etc. En fait, ce que vous voyez à l'écran, ce que je vous montre, donc la boule noire, comme dirait l'autre, en fait, ce n'est pas le trou noir. Le trou noir se trouve au centre et caché au centre de cette boule, qui, elle, est en fait son horizon des événements. Ce qui se passe, en fait, c'est que, donc, ce que je vous disais à la fin de ma petite histoire, et donc du destin de cette pauvre Extea 2023, en fait, le trou noir que vous voyez à l'écran, c'est le résultat de l'effondrement de son cœur. Ce que nous dit Einstein, en fait, c'est qu'avec une masse suffisante, donc ici 6 masses solaires, l'effondrement final du cœur d'une étoile ne s'arrête jamais. Et quand je dis jamais, c'est-à-dire que le cœur s'effondre jusqu'à avoir un volume nul, et vraiment une taille de zéro. En physique, on appelle ça une singularité. En fait, un trou noir est littéralement un point dans l'espace. Comme lorsque vous étiez à l'école, que vous mettiez un point sur votre feuille de papier, un trou noir, c'est pareil, mais en 3 dimensions. Ça n'a littéralement pas de taille. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement petit, parce que c'est littéralement la chose la plus petite qui puisse exister. Ça n'a littéralement aucune taille, aucun volume. Mais en fait, on fait souvent la confusion avec l'espèce de boule noire qui l'entoure et qui est son horizon des événements. Et du coup, je vais revenir sur cet horizon des événements aussi dans la question suivante. Donc, la question était, est-ce qu'on peut voir un trou noir? Donc là, quelle était la réponse donnée? Non. On me dit non. Et effectivement, c'est bien la bonne réponse. Donc l'explication, effectivement, elle vient avec ce fameux horizon des événements. Donc là, je vais vous reprendre un petit peu très, très rapidement et sans rentrer dans les détails, mais vous reparler en fait de Newton, que vous avez peut-être vu au lycée. Lorsque vous avez en fait donc ce que nous dit Newton, en fait, c'est que la gravité dépend de la masse et dépend donc de notre distance. En fait, lorsque vous avez un astre, peu importe lequel, la Terre, la Lune, le Soleil, un trou noir, n'importe lequel, vous allez, pour pouvoir vous en échapper, c'est-à-dire vous arracher à son attraction gravitationnelle, vous allez devoir avoir une certaine vitesse. En fait, ce que l'on peut dire, c'est que, donc, encore une fois, je ne vais pas vous afficher les formules, mais qu'en gros, l'énergie cinétique, donc l'énergie de votre vitesse, doit vaincre l'énergie de gravité du trou noir, l'énergie potentielle qu'on avait vue en physique. Et si on prend ces équations, qu'on les triture un peu, en fait, on arrive à un résultat qui nous dit que la densité de notre astre, donc de notre trou noir ici, ou de la Terre, la Lune, le Soleil, n'importe lequel, enfin, que la vitesse de libération, pardon, va dépendre de la densité de l'astre. Et du coup, si la densité de notre astre augmente, la vitesse de libération doit arriver à s'en échapper, augmente aussi. Donc très bien, vous allez me dire, mais pourquoi le trou noir, on ne peut pas le voir? Parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant pour le trou noir, c'est que quand il s'effondre et qu'on fait les calculs, au bout d'un moment, on trouve comme résultat que la vitesse de libération devient plus grande que la vitesse de la lumière. Et en fait, c'est à ce moment que l'horizon des événements apparaît. C'est la frontière à partir de laquelle même la lumière n'est plus assez rapide pour pouvoir s'en échapper. Et donc, entre le trou noir et son horizon des événements, on est donc dans une zone où il faudrait aller plus vite que la lumière pour s'en échapper, et inversement de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas voir un trou noir, parce qu'en fait, il est caché derrière son horizon des événements et que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Donc forcément, on ne peut pas le voir. Donc voilà, et effectivement, peu importe la lumière, enfin la quantité de lumière que vous lui mettrez, même si vous l'entourez de milliards d'étoiles pour l'éclairer, la lumière ne s'en échappera jamais, donc on ne pourra jamais voir l'aspect d'un trou noir, parce que la lumière elle-même ne peut pas s'en échapper. Donc effectivement, on ne peut pas voir un trou noir.
Donc ensuite, est-ce qu'on pourra explorer un jour un trou noir? Alors, il était beaucoup, 88% à dire non, et effectivement, c'est la bonne réponse. On ne pourra jamais, malheureusement, explorer un trou noir. Par contre, je ne sais pas si vous savez pourquoi. Je vais vous montrer un petit exemple avec la petite fusée des comètes que j'ai envoyée aller explorer mon trou noir. Maki va arriver des petites bricoles. Ça veut bien apparaître. Voilà. Et voilà qui arrive. Et à qui il arrive des choses bizarres. Comme vous pouvez voir, en fait, elle devient toute étirée et toute distendue. En fait, cet effet est dû à la densité du trou noir. Il se passe que, comme ils ont donc une densité, une gravité absolument dingue, en fait, le delta de gravité, c'est-à-dire le changement de gravité d'un point à un autre, est aussi extrêmement important. Au point que, entre le nez et donc la queue de notre fusée, la gravité change radicalement. Du coup, notre fusée se retrouve étirée dans tous les sens par cet effet-là, qui porte le nom très évocateur de spaghettification. Du coup, on se transforme littéralement toute la matière, donc la fusée, ou même vous, si vous approchez d'un trou noir, vous vous transformeriez en fait en immense spaghetti. Et en fait, la matière est incapable d'y résister. Peu importe le matériau, la fusée, l'angle d'approche, en fait, n'importe quel vaisseau serait réduit en purée incandescente à cause de cet effet. Du coup, avant d'atteindre le trou noir, notre fusée ou notre vaisseau spatial serait tout simplement détruit par cet effet. Donc malheureusement, on ne pourra jamais explorer un trou noir parce que on n'y arriverait pas vivant. Et non, je n'ai jamais imaginé ce que ça ferait de mourir de spaghettification, je crois que je préfère pas. Donc pour la question 4, qu'est-ce qui se passe si on remplace le Soleil par un trou noir de même masse? Et donc là, 60% des gens disent que le système solaire va être aspiré dans le trou noir et 20% pour les autres. Eh bien, il ne se passe rien. Voilà, c'est peut-être un peu finalement nul, mais effectivement, il ne se passe rien. J'ai fait une petite animation effectivement pour montrer ça avec notre système solaire. Les étoiles, les planètes qui tournent autour du Soleil. Et puis, si je remplace par le trou noir, il ne se passe rien. En fait, tout le détail de la réponse réside dans le de même masse. Puisque si vous reprenez mon histoire depuis le début, donc mon histoire de mon petit nuage de gaz qui se transforme en étoile et en trou noir, en fait, même s'il change de nature, pour la gravité, ça ne change rien. Ce que nous disait Newton, encore une fois, c'est que la gravité, elle ne dépend pas de la nature de l'objet, elle dépend de sa masse et de la distance qui vous en sépare. Or, si vous prenez un nuage, vous le transformez en étoile ou en trou noir ou en n'importe quoi d'autre, peu importe sa nature, tant qu'il fait une masse définie, sa gravité restera la même. Donc, dans notre cas, si effectivement je remplace le Soleil par un trou noir de même masse, il n'y a aucune raison pour que les planètes voient leur gravité changer et que ça change quoi que ce soit dans le système solaire. Bon, ok, la planète, notre pauvre Terre serait complètement gelée, on ne pourrait plus vivre dessus parce qu'il n'y aurait plus la lumière et la chaleur du Soleil, mais elle continuerait de tourner autour du désormais trou noir au centre de notre système solaire. Donc, il ne se passerait effectivement rien. Et surtout, un point qui est très important, le trou noir ne va pas aspirer les planètes. Ce n'est pas parce que c'est un trou noir qu'il devient un aspirateur cosmique. Le seul point spécifique du trou noir, c'est qu'il est tellement dense qu'en deçà d'une certaine distance, le fameux horizon des événements, vous ne pouvez plus vous en éloigner parce qu'il faudra aller plus vite que la lumière pour cela. Mais sinon, ça ne change rien à sa gravité absolue. Donc, tant que vous restez à la même distance et qu'il ne change pas de masse, vous serez attiré comme avant. Donc voilà, tout simplement. Et enfin, dernière question, qui fait peut-être un petit peu SF. Est-ce qu'un trou noir est une pore dimensionnelle ou temporelle? Et donc, je vois quand même 56% des gens qui ont répondu peut-être. Et c'est effectivement la bonne réponse. Donc, je vais terminer sur une question qui part un petit peu en science-fiction. Mais qui, encore une fois, n'est pas de la pure science-fiction pour autant. Vous avez peut-être déjà vu cette représentation que je vous affiche à l'écran. C'est une représentation qui est assez courante quand on parle de l'espace-temps qui a été décrit, encore une fois, par notre cher Albert Einstein. Il décrit en fait l'univers donc comme un espace-temps qui est déformé par la masse des astres qui se trouvent dedans. Donc on représente souvent donc, sous la forme d'une grille ou d'un drap que l'on tend et dans lequel on met des boules de différentes masses pour représenter les planètes qui déforment l'espace-temps. Et donc, plus vous êtes massif, plus vous le déformez. Du coup, si je le prends, je fais une représentation un petit peu vue de côté, entre guillemets. Donc, si cette ligne-là représente notre espace-temps, si je pose la Terre dessus, ça va déformer mon espace-temps. Voilà.
Si je pose le Soleil, comme il est plus gros, plus massif et plus dense, il va déformer l'espace-temps de manière plus importante. C'est d'ailleurs pour ça que les planètes tournent autour. Sa déformation est plus importante. Et si je mets un trou noir sur l'espace-temps, la déformation, elle va ressembler à ça. C'est une déformation qui est extrême. Et en fait, on pense qu'un trou noir, donc une singularité, puisque c'est la nature d'un trou noir, ça peut être si dense que ça peut carrément déchirer l'espace-temps. Et donc, cette déchirure, en fait, elle pourrait mener ailleurs et donner quelque chose comme ceci. C'est ce que l'on appelle un trou de verre. C'est une notion qui apparaît beaucoup dans la science-fiction. Ceux qui ont vu le film Interstellar savent de quoi je parle. Mais ce n'est pas juste une invention de la science-fiction. Ça a été théorisé notamment par Einstein, mais pas que par lui. En fait, donc, cette déchirure de l'espace-temps qui est provoquée par un trou noir pourrait donc effectivement créer un trou de verre. Et donc, ce trou de verre, il pourrait donc mener ailleurs. Il pourrait mener théoriquement vers un autre endroit de l'univers, il pourrait mener vers un autre univers ou vers une autre époque, puisqu'on parle d'espace-temps. Mais par contre, bon, c'est très sympa tout ça et ça ouvre beaucoup de perspectives, mais malheureusement, c'est pas tout à fait exploitable. Et on n'est pas sûr d'ailleurs que ce soit réellement le cas. Le premier élément qui vient nous limiter un peu dans nos fantasmes, si je puis dire, c'est que si le trou noir est une entrée de trou de verre parce que la matière y est attirée et n'arrive pas à en ressortir, il faut qu'il y ait quand même une sortie. Et la sortie, en fait, c'est ce qu'on appellerait des fontaines blanches, c'est-à-dire des zones où il y aurait une gravité négative qui éjecterait de la matière. Et ça, on n'en a pas observé jusqu'à présent, si tant est qu'elles existent. Le deuxième élément qui nous gêne pour utiliser ces trous de verre, c'est que, selon la théorie, s'ils existent, ils ne sont ouverts que pendant un temps qui est extrêmement petit, qui est proche du temps de Planck, qui est la mesure du temps la plus petite qu'on puisse faire dans l'univers. Pour vous donner une idée, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 24 secondes, donc comment vous dire qu'on n'a pas vraiment le temps de traverser. Et enfin, le dernier élément qui rend hypothétique l'utilisation des trous de verre, c'est qu'ils passent par le trou noir, comme je l'ai représenté ici, qui est au milieu. Or, le trou noir, c'est une singularité qui n'a pas de volume, donc il faudrait passer par le trou noir, et ça n'a pas de sens, parce que la matière n'existe pas dans un trou noir qui n'a pas de volume. Donc en fait, pour paraphraser un youtubeur que je suis sur le sujet, pour arriver à traverser la porte, le trou de verre qui passe par le trou noir, il faudrait tout d'abord cesser d'exister. Ce qui est un peu gênant, vous en conviendrez, mais bon, voilà. Donc effectivement, si les trous noirs sont des portes donc vers d'autres univers ou les portes d'entrée des trous de verre, c'est possible, mais par contre, ce sont des portes infranchissables, malheureusement. Et en sachant bien sûr que, vu la question précédente, si jamais vous essayez de vous en approcher, vous serez quand même détruit avant de l'atteindre. Donc de toute façon, ça règle aussi la question. Donc voilà, c'était tout pour ma présentation. Merci pour votre attention.